Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Avec Lucas, on est des fans de jeux de société, on a une passion pour ça, on aimerait vous la partager. Et aussi, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur notre bonus, à savoir les 5 jeux pour faciliter les rapprochements. Voilà, si vous voulez en savoir plus, cliquez dessus. Et maintenant, c'est parti pour une interview. Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc je vous présente Xavier. Salut. Vas-y, je te laisse te présenter. Ok, je suis Xavier, je suis le fondateur de l'association Accessi Jeux que j'ai fondé en 2015 avec deux copains. On va donc dans la vidéo vous présenter un peu plus Accessi Jeux, mais pour le dire en une phrase, c'est une association qui adapte les jeux de société pour les rendre accessibles à tous. Au départ, c'était surtout sur l'axe le rendre accessible les jeux pour les déficients visuels, mais avec le temps, on commence à avoir un peu plus de cordes à notre arc et donc on prend en compte de plus en plus de handicaps, de profils différents de joueurs. Ok. Et du coup, toi, quel est ton parcours? Est-ce que tu as fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui ou... Est-ce que tu as fait des études tout court? Oui, au début, je voulais être dessinateur, mais comme je perds la vue progressivement, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne option de partir sur un métier visuel, sachant que moi, j'allais plus y voir plus tard. J'ai mis ma créativité dans toute autre chose. J'ai fait une école de spectacle pendant 2 ans et après, je me suis lancé en tant que chanteur, donc auteur, compositeur, interprète, et j'ai fait ça pendant 15 ans. Mais avant de faire ça, j'ai eu en tête aussi de faire éducateur spécialisé. Donc, je me suis beaucoup renseigné sur les écoles. J'ai même passé 1 an et demi dans un institut où j'avais trouvé un job en tant qu'assistant d'une institutrice dans une école où il y avait des enfants en situation de handicap. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'intéressait de m'occuper de ce type de public-là. Et puis, quand j'ai fini de chanteur, là, il y a 8 ans, quand j'ai eu la crise de la quarantaine, je me suis dit dans quoi je vais me reconvertir. Et en parallèle de la chanson, en fait, depuis des années, je fréquentais le monde du jeu, puisqu'au début des années 2000, j'ai découvert tous les jeux de société modernes et j'ai moi-même, comme j'ai un esprit très créatif, essayé de créer des jeux. C'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter le monde du jeu. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait autour de l'accessibilité des jeux de société pour les personnes en situation de handicap. Du coup, quand j'ai eu cette envie de reconversion, je me suis dit, allez, après la chanson, je balance dans mon autre passion du moment, qui était les jeux de société. Et j'ai monté l'association. Et voilà, maintenant, ça fait 8 ans que j'y travaille. Ok. Et pourquoi le nom Accessi Jeux? Bon, parce qu'il n'y avait pas plus simple pour faire comprendre accessibilité et jeux. Voilà, Accessi Jeux, c'est le nom de l'association. Et parmi toutes les activités que nous avons à l'association, on a l'édition de jeux. Et là, pour l'édition, on utilise le nom de marque Accessi Games pour que ça puisse être compris à l'international, puisque les jeux qu'on vend, on les vend aussi un peu partout, pas dans le monde, mais pour le moment en Europe. Et voilà, c'était important que les gens comprennent de quoi il s'agit. Et donc, la société, enfin, comment vous avez fait? Déjà, vous étiez plusieurs à avoir créé l'association Accessi Jeux. Alors déjà, ouais, c'est pas une société, hein, c'est important de le dire, c'est une association à but non lucratif. Donc tout ce qu'on fait avec l'association, tous les bénéfices sont entièrement reversés dans l'association. Il n'y a pas de conseil d'administration qui se partagent les bénéfices en fin d'année. Et oui, en fait, j'ai monté cet assaut avec deux copains. Comme je t'ai dit au départ, j'étais surtout un amateur de jeux et un petit créateur de jeux. Et donc, j'organisais des soirées jeux avec mes amis pour tester mes jeux, enfin, faire des jeux déjà qu'on découvrait, et puis aussi leur faire tester mes jeux. Et bien souvent, on était confronté à la problématique de l'accessibilité pour moi. Mais mes deux amis voient parfaitement. Mais moi, parfois, je faisais des jeux qui ne m'étaient pas très accessibles, même à moi. Donc, il fallait que je me colle le nez aux cartes pour y voir dessus. Il fallait, des fois, quand on jouait à d'autres jeux, que je prenne un feutre et que j'écrive des choses en gros sur les cartes. Voilà, donc progressivement, en fait, ça, plus ma connaissance progressive du monde du jeu, je me suis dit, mais en fait, je ne dois pas être le seul déficient visuel
à aimer jouer et je trouve que de ce que j'en connaissais dans le monde du jeu, il n'y avait pas grand-chose qui existait, qui était fait. Et donc, voilà, de cette problématique est née l'existence de l'association qu'on a donc montée à trois, deux qui voient bien et un qui voit pas bien. Ok. Et du coup, combien de temps ça a pris de pouvoir créer l'association? Vous avez dû trouver un logement, enfin un endroit où être pour accueillir les personnes. Comment ça s'est passé? Non, bah, au début, l'association, c'était déjà créer une association, ça se fait en une après-midi pour ce qui est des formalités. Après, il faut juste attendre la publication au journal officiel pour que ça, voilà, que le papier comme quoi ton association, elle existe. Mais aujourd'hui, déjà créer une association de façon administrative, ça se fait très rapidement en ligne sur Internet. Et après, oui, la problématique du local, elle arrive quand tu commences à devoir accueillir des gens. Le problème, c'est que nous, au début de l'association, on était juste trois copains et on n'avait pas encore vraiment de projet pour l'association. On savait qu'on voulait travailler sur l'accessibilité des jeux, mais on n'avait pas encore spécifiquement vocation à accueillir des gens. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, pile poil au moment où j'ai créé l'association, la mairie du 12e arrondissement à Paris a proposé de mettre à disposition des locaux pour les associations gratuitement. En fait, c'est l'ancien conservatoire de l'arrondissement qui déménageait. Et en attendant que les locaux soient remis à neuf pour être transformés en école, comme ça allait prendre des mois, le temps que les architectes viennent, etc., ils les ont proposés gratuitement à des associations qui avaient besoin de locaux. Donc moi, ils m'ont proposé un petit bureau. Donc j'ai commencé avec un petit bureau et puis une dizaine d'associations autour de moi. Donc j'ai pu rapidement commencer à demander des conseils à droite à gauche sur comment faire grandir une association, comment aller chercher des subventions, qu'est-ce que c'est que le service civique, comment obtenir un agrément pour avoir des jeunes en service civique à l'association, comment trouver des bénévoles, voilà. Et puis ça, c'était la première année. Et puis petit à petit, le projet de l'association s'est dessiné, a commencé à s'ouvrir dans plein de directions, quoi. Vous avez réussi à trouver un local assez facilement ou c'était compliqué? En fait, comme je te disais, j'ai même pas cherché. C'est-à-dire que une démarche qui est assez simple à faire quand on vient de créer une association, c'est d'aller voir la maison des associations de son quartier ou de sa ville. Et là, la maison des associations du 12e, en plus à Paris, elle est reconnue pour être très très active avec les associations. C'est une des plus actives. Il y a des dispositifs vraiment, il y a même des formations, etc. Et assez rapidement, en fait, le directeur de la maison des associations m'a présenté le projet, comme quoi il y allait avoir des locaux disponibles dans quelques semaines. Et il m'a dit, on te propose un bureau gratuit, est-ce que ça t'intéresse? Donc, moi, j'ai tout de suite dit oui. Comme je te dis, au début, je savais pas trop ce qu'allait faire concrètement l'association. On savait sur quelle thématique on allait travailler, mais est-ce qu'on allait être une ludothèque, un festival, un éditeur de jeux, une boutique de jeux? Au départ, on savait pas du tout tout ça. C'est venu petit à petit en se construisant, quoi. Mais donc, ce bureau a quand même aidé à ce que, notamment, on ait l'agrément pour avoir un jeune en service civique, donc qui viennent travailler à l'association tous les jours. Moi, j'étais tout seul, on va dire, au départ, parce que même si j'ai monté l'association avec deux amis, eux avaient du boulot. Moi, je venais juste d'arrêter ma carrière de chanteur, mais eux n'étaient pas disponibles H24 pour l'assaut. Au départ, pour tout créer, j'étais tout seul, mais très rapidement épaulé par un jeune en service civique, puis deux, puis trois, à mesure que le projet a grandi, quoi. Ok. Et du coup, c'est intéressant de voir le parcours parce que donc il y a eu deux, trois services civiques. Comment ça s'est passé? Et est-ce que vous aviez peut-être au fur et à mesure dans l'idée d'accueillir des personnes pour qu'ils jouent au jeu ou comment ça s'est passé? En fait, dans les locaux dans lesquels on était, on n'avait pas le droit d'accueillir du public. On pouvait juste accueillir nos bénévoles et nos services civiques, mais on ne pouvait pas organiser des événements. Puisque voilà, on avait une convention particulière avec la ville de mise à disposition des locaux, mais c'était pas destiné à accueillir des événements. Donc les événements, quand on a commencé à avoir l'idée d'en organiser, ça s'est fait à la maison des associations, qui est toujours une très bonne ressource pour qui monte une asso. Il faut penser que la maison des associations de la ville ou du quartier
peut avoir des bureaux ou des salles pour des événements à proposer gratuitement. Donc là, on a commencé à faire des soirées jeux là-bas. Ça a été vraiment les premiers événements organisés par l'ASSO. Mais au départ, avec les services civiques, avant même d'organiser les premières soirées jeux, fallait savoir ce qu'on avait à proposer en tant qu'association, quoi. Moi, j'ai été chercher des subventions pour réussir à faire financer le développement d'une application pour smartphone d'aide de jeu pour déficients visuels. Parce qu'en fait, l'un de mes amis avec qui j'ai fondé l'association était développeur d'applications et de sites web. Et on s'est dit, une première chose qu'on pourrait faire pour essayer de rendre les jeux accessibles aux malvoyants, ce serait qu'on ait une application qui soit une sorte de boîte à outils pour qu'on puisse avoir des infos, par exemple, de façon audio quand on joue ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un projet sur lequel on s'est lancé au tout début. Également, après, outre l'application d'aide de jeu, on s'est dit comment on peut faire pour adapter les jeux pour les déficients visuels sans qu'on ait à prendre des marqueurs et écrire sur les cartes. Et c'est là que tout le travail sur le tactile a commencé. Et donc, avec les services civiques, on a commencé à chercher des méthodes pour adapter les jeux, quoi. Et du coup, vous avez commencé à créer des jeux donc adaptés en fonction des publics ou quel a été le premier jeu qui est arrivé? Alors déjà, nous, on a pas, on a à l'époque, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, on ne crée pas des jeux, on les adapte, on laisse la création aux créateurs. Et par contre, forcément, on s'est toujours intéressé aux jeux qui étaient des gros succès. Ceci dit, quand je dis c'est intéressé aux jeux qui étaient des gros succès, enfin, j'ai découvert le jeu de société dans les années 2000, donc j'avais déjà toute ma culture de jeux de société moderne, y compris de jeux un peu experts. Et j'étais pas tenté à me lancer dans des adaptations du Monopoly ou de la Bonne Paye, quoi. Déjà les jeux sur lesquels on a commencé à travailler, c'était des jeux comme Citadel ou des choses comme ça, quoi. Des choses déjà un peu plus modernes. Même si maintenant, aujourd'hui, quand on parle de ces jeux-là, c'est déjà ancien, mais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que très vite, je me suis intéressé à Quarto parce que j'ai très vite perçu que c'était un jeu qui était très simple à adapter et qu'à l'époque, on n'avait pas encore d'adhésif en relief pour mettre sur les cartes ou des choses comme ça. Donc, les adaptations tactiles n'étaient pas hyper satisfaisantes, alors que le Quarto pouvait presque être joué en l'état. La seule différence, c'était que pour ce qui est de la couleur, on était obligé de les distinguer au niveau du toucher entre les clairs et les foncés. Et donc à l'époque, on mettait des élastiques sur une des deux couleurs. Bon, aujourd'hui, l'association elle a totalement réédité le jeu en partenariat avec Gigamic. Donc, il n'y a plus de couleur. C'est aujourd'hui une rayure ou l'absence de rayure qui distingue les deux couleurs, enfin, ce qui était les deux couleurs. Mais Quarto, ça doit être un des tout premiers. Et puis après, surtout, on est parti sur beaucoup de jeux de cartes. Au début, avec plutôt adapté de façon tactile avec des œillets de classeurs parce que j'avais pas encore trouvé euh, les fournitures avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc, pour faire un petit peu de relief, mais de façon propre, c'était pas découper des scotch, mais des petits œillets transparents de classeur. Ça permettait que ça reste transparent et agréable pour les gens qui voient et qui ait quand même un petit peu de relief sur les cartes. Donc, par exemple, quand on voulait mettre un 3, je mettais trois œillets ou des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, au début, c'était surtout des jeux très simples. Et puis après, à force de faire des salons consacrés à l'autonomie des personnes en situation de handicap, j'ai rencontré différents fournisseurs de solutions, dont un qui est une imprimerie qui fait du braille et des tas de choses en relief. Et c'est là que j'ai eu l'idée de commencer à travailler avec eux pour faire toute une gamme de stickers en relief de formes différentes qui mettrait au placard ces œillets de classeur et surtout qui permettrait beaucoup plus de choses, quoi, parce qu'avec les œillets de classeur, on était très vite limité au niveau des informations qu'on donne.
alors qu'avec ce partenaire, bon, forcément, c'est cher à fabriquer, donc ça a été progressif, notre collaboration. Mais aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de formes différentes, plus des chiffres, etc., qui permettent vraiment d'encoder de façon tactile plein de jeux, quoi. Et voilà. Ouais. J'allais dire, vous avez combien de jeux que vous avez réussi à adapter? Alors, à la ludothèque à Paris, puisque parmi toutes les actions qu'on a, on a une activité de ludothèque dans le 12e, on a 400 jeux adaptés pour les déficients visuels, sur les 1500 jeux de la ludothèque environ. Sur ces 400 jeux, il y en a plein qui sont pas forcément super intéressants au niveau du jeu. Des fois, on a adapté des jeux parce qu'ils nous semblaient adaptables, et puis en le testant, on s'est rendu compte que le jeu n'était pas foufou. Donc, bon, voilà, dans les 400, il y en a des comme ça. Il y en a aussi des qui sont adaptés, et puis qu'en y jouant, on se rend compte que finalement, c'est un peu complexe d'y jouer parce qu'il faut demander tout le temps au voisin combien il a de bleu, combien il a de rouge, combien il a de jaune. Parce que le tactile, c'est pas tout, mais des fois, il y a des actions de jeu dans la mécanique qui nécessitent aussi de la prise d'information qui normalement passe par la vue. Et là, on va pas à chaque fois aller toucher les jeux des autres. Si je prends un jeu comme Anabi, par exemple, de façon purement tactile, on l'a rendu jouable. Mais ça veut dire qu'au niveau de la prise d'information, il faudra tout le temps aller toucher les cartes des autres joueurs. Et voilà, c'est là où est la limite entre l'adaptation et la jouabilité. Donc, dans les 400 qu'on a joués, il y en a des inintéressants, il y en a des qui sont un peu compliqués à jouer. Et après, il y a tout un jeu, tout le reste, des jeux qui fonctionnent bien, qui sont bien adaptés. Mais sur ces jeux-là, il y en a une partie qui sont très chères à adapter. Quand, grosso modo, tu mets plus de prix dans l'adaptation que dans le jeu, ben voilà, on est content de l'avoir adapté pour la ludothèque, mais ça s'arrête là. Et après, la dernière part, c'est ceux qui fonctionnent bien, qui sont bien adaptés et qui ont un coût d'adaptation assez faible. Et dans ces cas-là, ces jeux-là, ils rejoignent la boutique de l'association et on les vend. Et là, dans ces cas-là, ça concerne une centaine de références. Donc, on a à peu près un quart des jeux qu'on a adaptés qui sont en vente sur le site de l'association. Ok. Et donc, vous avez réussi à grossir au niveau de l'association. Comment ça se passe quand tu es en lien avec les éditeurs ou que tu souhaites adapter un jeu? Tu le contactes directement en te disant est-ce que c'est possible de l'adapter ou comment ça se passe? Aujourd'hui, ça se passe plus du tout comme ça. Aujourd'hui, c'est presque même eux qui viennent nous voir parce qu'en fait, on se croise dans tous les festivals. On est un acteur maintenant assez important du monde du jeu, en tout cas identifié par tous les éditeurs comme un référent en termes d'accessibilité. Et dès qu'il y a un éditeur qui se pose une question sur ces sujets-là, ils nous croisent dans un salon, ils viennent nous voir, ils nous amènent leur boîte. Voilà, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Comme on est aussi éditeur, on est aussi membre nous-mêmes de l'Union des éditeurs de jeux. Donc, on se voit dans les séminaires de l'Union des éditeurs de jeux. Voilà, aujourd'hui, c'est ultra simple les rapports avec les éditeurs. Au début, il a fallu forcément expliquer le projet, alors qu'au début, on partait de rien. Mais du coup, les gros éditeurs, Yellow, Gigamic, BlackRock, au début, voilà, comme ils étaient convaincus qu'il y avait une nécessité dans le milieu du jeu de société d'avoir des réponses sur ces thématiques-là, ils ont soutenu en nous envoyant des boîtes et que nous, de notre côté, on saccageait, on testait, voilà, et puis on leur faisait des retours en disant bah, merci de nous avoir envoyé le jeu, mais ça fonctionne pas, on n'a pas réussi à l'adapter. Ou au contraire, on leur a dit bah, c'est super, on a trouvé une solution. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, on a pu, sur les salons, commencer à tenir des stands où on pouvait faire à la fois jouer les déficients visuels avec un stock de jeux assez conséquent, pas juste tourner avec les deux, trois mêmes jeux, et également, du coup, se faire voir du monde du jeu, à la fois des éditeurs qui passaient sur notre stand et qui se disaient, ah bah, Accessi Jeux, ils ont bien avancé, c'est ce qu'ils font comme boulot, c'est sérieux, etc. Puis également, pour tous les joueurs, à la fois venir essayer des jeux avec des bandeaux sur les yeux, pour se dire, ah bah ouais, en fait, c'est possible de jouer même quand tu es non-voyant. Et également, qu'ils soient au courant que ça existe et que s'ils ont autour d'eux
des personnes déficientes visuelles. Maintenant, je veux dire, il y a, pour les gens qui sont vraiment très joueurs et qui vont dans les salons, la plupart nous connaissent et je pense que ils savent que s'ils ont quelqu'un de très malvoyant dans leur entourage, ils recommanderont Accessijeux. D'ailleurs, sur les groupes sur Internet, Facebook, etc., la communauté de ludistes ou des choses comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui pose une question sur l'accessibilité des jeux de société, on n'a même pas besoin, nous, à Accessijeux, de répondre qu'il y a déjà 5 posts de gens qui disent hey, allez voir Accessijeux. Donc aujourd'hui, on est content de ça, quoi. Et l'association, donc, elle a grandi. On s'en rend pas compte. Il y a combien de bénévoles et combien de services civiques maintenant? Eh ben, aujourd'hui, on a 5 services civiques parce que on a 2 lieux qu'on gère aujourd'hui. Je parlerai peut-être après dans un deuxième temps, mais on a en fait on a une ludothèque d'extérieur sur la place publique, quoi. C'est un projet différent dont je parlerai peut-être si tu me poses une question plus tard sur nos projets de développement, parce que là, on a un projet de développement de déménagement et cette ludothèque, c'est un peu lié à tout ça. Et sinon, donc les services civiques, ils sont à moitié entre nos 2 locaux, entre cette ludothèque extérieure et la ludothèque actuelle de 50 mètres carrés. On a, on va dire, une dizaine de bénévoles qui nous aident à la fois à adapter les jeux et puis à animer les stands dans les festivals, et puis ils viennent pour les soirées jeux, etc. Et puis bah, on a un conseil d'administration d'une dizaine de personnes, très varié, très représentatif de ce qu'on veut faire à l'association. Il y a des hommes, des femmes, des gens en situation de handicap ou non, des gens du milieu du jeu vidéo, des gens du milieu du jeu de société et de l'éducation nationale et de la santé. Enfin voilà. Donc toutes les décisions qui sont prises pour l'association sont prises en concertation avec le conseil d'administration. Et tout ce qui est grande orientation, on va dire. Après, on ne consulte pas le conseil d'administration tous les jours pour savoir si on a le droit d'acheter une agrafeuse, quoi. Mais toutes les orientations, les grandes décisions, les gros budgets de l'association sont discutés avec ces 10 personnes-là. Du coup, bah, quels sont les projets de développement? Eh bien, les projets de développement, c'est pouvoir accueillir davantage de personnes et avec des tranches d'âge plus variés et des handicaps plus variés aussi. Et ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui dans notre petite ludothèque de 50 mètres carrés parce qu'on a 1500 jeux et on ne peut plus en mettre une boîte nulle part. Et on n'a que du jeu de société. Or, les ludothèques, elles ont toute la partie enfance et petite enfance, à partir des nourrissons même. Euh, et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On n'a pas du tout ce qui est jeux de construction, déguisement. Bon, tout ça, c'est des choses qui existent dans les ludothèques. Et nous, comme on est la ludothèque de notre arrondissement, on voudrait qu'elle soit exemplaire en termes de ludothèque. Bah, il faut plus de place pour pouvoir développer le projet petite enfance. Toujours avec cette volonté d'être une ludothèque pour tous, donc pour tous les habitants du quartier, mais aussi bah, du coup axé sur bah, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Dans le cas où il y a un enfant ou un parent qui soit en situation de handicap, il faut qu'il puisse aller à la ludothèque et trouver des jeux ou des jouets qui lui soient accessibles. Donc, pareil, on organiserait des ateliers d'accompagnement à la parentalité, comme c'est beaucoup fait en ludothèque, mais là, du coup, plus axé sur bah, le handicap, qu'une personne, une maman non-voyante, par exemple, puisse venir découvrir des jeux qui lui soient accessibles avec son enfant, quoi. Donc, toute la partie petite enfance. Et également, on voudrait développer, parce que ça se fait de plus en plus dans les ludothèques, un espace numérique pour avoir du jeu vidéo. Du coup, jeu vidéo et déficience visuelle, on pourrait se dire que ça ne matche pas trop parce que bah, qui dit vidéo dit vue. C'est vrai que ce n'est pas forcément le public qu'on cible le plus par cet espace jeu vidéo. Par contre, ça pourrait faire venir davantage d'ados et de jeunes adultes à la ludothèque. Et là, on aurait aussi tous les efforts qui seraient faits au niveau du matériel pour pouvoir être accessible aux personnes en situation de handicap, et notamment avec des handicaps physiques. On travaille avec l'association Cap Game, qui est un de nos partenaires depuis plusieurs années, qui est un peu le pendant d'Accessijeux dans le milieu du jeu vidéo, et qui est un peu spécialiste pour conseiller bah, les ludothèques ou les particuliers pour l'acquisition de matériel qui permettent à des gens à qui il manque des membres, par exemple, de pouvoir jouer à des jeux vidéo, soit en configurant le logiciel différemment pour que, par exemple, 2 personnes puissent se partager les commandes. Mettons que je n'ai pas de bras et je veux juste avoir la commande du tir quand on joue à un jeu de football. Je peux installer
avec une perche, un bouton qui se situera sous mon menton, et avec mon menton, je pourrais appuyer sur le bouton. Et c'est peut-être mon pote qui est à côté qui, lui, s'occupera de bouger les joueurs sur le terrain de foot. Voilà, c'est des tas de solutions comme ça qui existent aujourd'hui pour faire jouer des personnes en situation de handicap. Et voilà, c'est pour ça que je te disais qu'on veut à la fois agrandir la typologie en termes d'âge des personnes qui viennent à la bibliothèque, mais également en termes de handicap, s'ouvrir à plus d'accessibilité pour des profils plus variés que juste les déficients visuels. Pas mal comme projet au niveau de l'âge, mais aussi de l'espace. Et est-ce que, je pense plus tard, peut-être au niveau de la géographie, parce que pour l'instant, tout est basé sur Paris, mais est-ce que ça serait possible d'avoir accès si jeu à Lyon, à Nancy ou dans d'autres grandes villes ou pas forcément? Bah, c'est exactement le projet du déménagement, en fait, c'est Ah oui, que d'accord. Ok. avec cette ludothèque, en fait, on veut développer déjà au niveau parisien le projet à son maximum. Avant d'aller voir ailleurs en France, il faut qu'on ait déjà un retour et que localement, on ait poussé le projet dans ses retranchements, j'allais dire, pour vraiment voir tout ce qu'on peut développer dans une ludothèque pour le public qu'on est censé accueillir. Et après, une fois qu'on a un petit bilan de ce qu'on aura fait à Paris, avec cet espace plus grand et avec cet accueil à la fois d'enfants et des personnes en situation de handicap sur le jeu vidéo, etc., on ambitionne d'aller voir d'autres municipalités et de leur dire, voilà ce qu'on a fait à Paris, aidez-nous à le développer dans votre ville. Du coup, vous participez à tous les festivals en France ou pas Alors non, forcément? si on participait à tous les festivals en France, on n'aurait plus de vie. Euh, mais on a beaucoup d'invitations. Au début, on acceptait un peu toutes les invitations qu'on nous proposait parce que on n'était pas connus, on avait besoin de se faire connaître, donc on allait un peu partout, à droite, à gauche. C'était la seule condition, c'était que ça ne coûte pas de sous à l'asso, parce qu'au début, l'association n'avait pas beaucoup de fonds et donc on ne pouvait pas se déplacer à nos frais dans tous les festivals. Aujourd'hui, de toute façon, même si on a un peu plus de budget, on ne se déplace toujours pas à nos frais dans les festivals, sauf, on va dire, pour Cannes, parce que c'est vraiment le festival pro et le festival de Vichy, où là, on y va vraiment, entre guillemets, avec la casquette professionnelle, et donc c'est à notre charge. Également, les salons du handicap, c'est aussi à nos frais, pas au niveau du stand, parce qu'ils nous offrent le stand, mais au niveau de l'hébergement, etc., du train. Parce que pour nous, c'est notre premier budget de communication, c'est les salons du handicap. Mais sinon, pour tous les autres festivals de taille un peu plus petite, aujourd'hui, on commence à demander à être payé pour des prestations d'animation parce qu'on ne peut plus faire tous les petits. On ne peut plus aller dans un tout petit festival, passer un week-end ou 3 jours sans qu'il y ait des retombées derrière, parce que les gens qui y vont sont payés, donc sont payés par nous, par l'association. Donc il faut qu'on ait des retours sur ce temps passé dans les festivals. Et du coup, vous avez mis du temps donc à créer l'association, à que ça agrandisse. Et donc, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour trouver les solutions? Pas eu vraiment de difficultés, je dois dire. C'est justement le bien que ça m'a fait de passer de mon projet de chanteur au projet associatif. C'est que quand j'étais chanteur, j'ai dû trouver des sous pour produire ma carrière. Et c'est très fastidieux parce qu'on est plein dans le créneau à chercher à faire carrière. Or, là, quand j'ai créé l'association, après cette carrière de chanteur, je voulais vraiment un projet qui soit collectif et qui soit sur une thématique où on n'était pas 50. Parce que du coup, le fait qu'on soit les seuls en France et même presque au monde à proposer ce qu'on fait, a fait que les difficultés, finalement, on n'en a pas. Parce que dès qu'on présente le projet, on a des partenaires qui nous suivent parce que le projet, depuis qu'il est créé, il fait que progresser et il fait que prouver sa raison d'être et l'intérêt, pourquoi il est là. Donc, je ne vais pas dire qu'on a des difficultés. On a des tas de choses en tête qu'on a envie de faire et qui se feront peut-être et qu'on est toujours pressé de les faire. Mais on met une pierre, les pierres les unes après les autres. Donc, ce n'est pas des difficultés, c'est juste il faut être patient pour faire les choses bien. Là, notamment quand je parle du déménagement, c'est compliqué de trouver un grand local à Paris qui coûte pas trop cher, et ça fait plusieurs années qu'on est sur le coup et qu'on discute avec la mairie. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Notre projet, en tout cas,
intéresse et fait que de toute façon les gens nous suivent. Donc pour ça c'est très cool quoi. On n'a pas de gros obstacles devant nous. Comment vous avez fait pour avoir des personnes en service civique? Vous faites une annonce sur Internet ou comment vous faites? Alors déjà, pour avoir des jeunes en service civique, il faut avoir un agrément. Donc déjà, on dépose un agrément au niveau de l'État, puisque ces jeunes sont payés par l'État pour travailler dans notre association. En fait, quand on a un agrément, on peut choisir entre 6 mois et un an. Donc nous, on a pris un agrément pour 6 mois, histoire que si jamais on ne s'entend pas avec quelqu'un, eh ben, on ne sera pas obligé de travailler ensemble pendant un an. C'est d'autres associations qui étaient dans l'incubateur d'associations dont j'ai parlé tout à l'heure qui m'avaient conseillé ça au tout départ. Donc voilà, tous les 6 mois, on change de jeunes. Ils travaillent 24 heures par semaine, ça c'est dans l'agrément aussi. Et ben, après, du coup, il y a plusieurs biais. Soit on dépose des annonces sur le site du service civique, soit sur Internet, sur des sites de ludistes ou de bouche à oreille, des anciens services civiques qui nous présentent des amis à eux ou des choses comme ça, quoi. Et il y a un salarié au sein de l'association ou pas du tout? Aujourd'hui, on est 3 salariés au sein de l'association. Donc moi, je suis le premier salarié de l'association, enfin non, plutôt le deuxième dans l'ordre d'arrivée. Mais donc moi, je suis président et je suis salarié à 75% du SMIC, parce que ça c'est encadré par la loi. Le président ne peut pas avoir un salaire normal, entre guillemets. Et également, on a un temps partiel, Benoît, qui est à la fois ludothécaire et puis qui travaille sur tout ce qui est la boutique, le développement du site internet. Il est un peu couteau suisse à l'association. Et on a donc maintenant Jean-Baptiste qui travaille dans la ludothèque d'extérieur dont je t'ai parlé tout à l'heure et qui se situe dans le quartier où on va avoir nos nouveaux locaux en 2024. Donc c'est très bien parce que ça permet petit à petit de faire connaître notre asso aux gens du quartier et de les prévenir qu'il va bientôt y avoir une nouvelle ludothèque dans ce quartier. Et du coup, toi, quel est ton type de jeu de société et quel est ton jeu du moment? Mon type de jeu de société, au départ, j'étais très porté sur les jeux à l'allemande, comme Caylus, comme Puerto Rico, comme Agricola. Après, c'est vrai qu'avec l'assaut, bah, du coup, on est beaucoup plus orienté sur des jeux un peu plus familiaux, parce que le public qu'on a est pas particulièrement expert. Donc, on joue beaucoup de petits jeux de cartes comme ça. C'est vraiment ce qu'on joue le plus. J'aime bien les jeux aussi où il y a du blabla, de la tchatch. Le seul problème, c'est que comme on joue souvent à l'association et que je suis le président de l'asso, personne ne me fait confiance dans les jeux de bluff. Voilà, ils se disent que de toute façon, je suis un menteur. Ou quand il faut éliminer quelqu'un, bah, c'est drôle d'éliminer le président, donc je suis le premier qui saute. Ça, c'est un peu pour faire mon rageux. Et sinon, bah, mon jeu du moment, il est là. Oh oh! Le jeu Lucky Numbers Deluxe. Et là, je place une petite page promo parce que c'est un jeu qu'on a édité avec l'association, en coédition avec Tiki Édition. Et il sort demain, au moment où on enregistre. Et donc, au moment où les auditeurs verront la vidéo, il sera déjà sorti. Et donc, moi, je trouve que c'est un jeu qui fonctionne très bien et en plus, qui correspond tout à fait à notre public. Donc, il coche toutes les cases. Et c'est pour ça qu'on a choisi de le rééditer avec Tiki Édition. Mais bon, ça, c'était plus pour faire la promo. C'est pas le genre de jeu non plus que je joue comme ça. Et Il y a pas mal de styles de jeu que j'aime bien, en vrai. quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? De rejouer, de progresser, de vivre des choses différentes d'un jeu ou un autre. Donc, bon, gagner en trichant, voilà, pour moi, ceux qui font ça ne sont pas des joueurs. Et puis, bah, je pense qu'on est tous un peu joueurs. C'est juste qu'il y en a qui l'ignorent. Nous, on le voit souvent en ludothèque. Il y a des gens qui nous disent: «Oh non, non, moi, je suis pas joueur», mais c'est juste des joueurs qui s'ignorent parce que bah, la diversité, il y en a tellement pour tous les styles aujourd'hui. Pour tout le monde, il y en a vraiment, il y a des jeux pour tout le monde. Et en plus, je pense que fondamentalement, l'être humain, il est joueur de base, quoi. Comme on a besoin de boire et de manger, on a besoin de jouer dans la vie. Et donc voilà, c'est juste un besoin naturel d'être joueur. Qui tu me conseillerais d'interviewer? Tiens, je pense à quelqu'un qui a une activité qui sort un peu de l'ordinaire, Mhm, qui s'appelle Cathy, mhm. et qui a un gîte ludique.
En Ok. fait, c'est pas vraiment un gîte ludique, elle a une grosse ludothèque, une énorme ludothèque dans sa région. Et à côté, elle propose des chambres aussi en hébergement. Et donc, bon, autant elle fait ludothèque pour les gens de sa région, autant entre amis, si vous voulez réserver le gîte pour un week-end et avoir accès tout le week-end à l'immense collection de jeux qu'elle a, c'est possible, c'est dans les services qu'elle propose. Et ce concept de gîte ludique existe depuis quelques années et ça commence à fleurir. Il y a des hôtels ludiques, il y a des gîtes et c'est sympa voilà, quand on est passionné de jeux, de pouvoir trouver des endroits comme ça et pas juste de tomber sur une boîte de jeux dans le Airbnb qu'on loue au hasard. Son lieu s'appelle la Grange à Jeux Ok. et on la voit tous les étés du côté du festival de Partenay parce qu'elle est pas très loin. Quel conseil donc tu donnerais pour des personnes qui créent une association, notamment dans les jeux de société? Je sais pas parce que moi en fait, le jeu de société. Notre association, c'est pas que le jeu de société en fait. C'est vraiment derrière le côté on a rendu les jeux accessibles. Nous, ce qu'on a découvert, c'est que l'objet social de notre association, finalement, c'était plus d'être là pour les personnes en situation de handicap, pour leur proposer des loisirs accessibles. Et c'est ça en fait qui nous fait le plus tenir en fait et qui nous fait progresser dans cette association et qui fait que ça motive des gens. C'est ça. C'est pas temps de faire des soirées jeux, parce que ça, c'est vrai qu'on en trouve partout, des associations qui peuvent faire ça. Je pense qu'il faut, c'est quand on monte une association, c'est avoir la flamme quoi, pour ce qu'on fait. Quoi. Après, il y en a, ça pourra être tout bêtement de faire des soirées jeux, hein, mais il faut avoir, faut pas si on veut que ça progresse et que ça tienne dans la durée, faut pas qu'on soit lassé au bout de trois soirées. Il faut vraiment, avant de monter une association, avoir réfléchi à son projet et savoir vraiment pourquoi on le fait. Quoi. Et tu disais que tu as eu une évolution. Donc au début, l'association, c'était pour des personnes ayant une déficience visuelle. Et Mm. après, vous avez réussi à augmenter le champ au niveau des différents handicaps. Et bah, j'aimerais bien que tu en parles un peu plus. Comment ça s'est passé? C'est qu'en fait, dans les salons du côté handicap qu'on fait, parce qu'on fait des salons du jeu et des salons du handicap, il y a beaucoup de professionnels ou de particuliers avec des handicaps divers et variés qui viennent sur notre stand et qui nous expliquent quel est leur handicap et comment eux, ils ont des difficultés pour jouer. Et ils disent, ah, mais vous faites rien pour les sourds, ah, mais vous faites rien pour les gens à qui il manque un membre, ah, ou pour les déficients mentaux. Au départ, on disait, bah non, nous, on est déficients visuels, on adapte les jeux avec ce qu'on connaît, quoi. Et bah, petit à petit, on a acquis de la connaissance, justement, en faisant ces salons, en ayant d'autres personnes qui fréquentent l'association. Donc là, par exemple, les jeux de société qu'on édite, ils ont la règle du jeu en langue des signes au dos de la boîte, ou au sein de la ludothèque, on accueille des associations avec des personnes autistes ou en fauteuil roulant, ou qui peuvent pas tenir leur carte dans les mains. Donc on acquiert à la fois du matériel, et des connaissances pour faire jouer ces personnes-là. Après, ça, c'est un travail que fait normalement tout ludothécaire, mais comme on a le nom Accessi-Jeux, disons que chez nous, je pense que ça va un petit peu plus vite. On a peut-être un peu plus de structures qui nous contactent pour nous demander conseil ou pour s'inscrire et pour venir jouer chez nous. Est-ce qu'il y a déjà eu des difficultés rencontrées où justement les personnes ne pouvaient pas jouer au jeu et que bah, à chaque fois, c'est votre but en fait d'adapter et de trouver ce qui va au mieux, quoi. Souvent, quand on me parle de qu'est-ce qui est adaptable ou qu'est-ce qui est jouable, par qui, etc., je dis que les déficients visuels, c'est le public pour qui c'est le plus compliqué d'avoir des jeux accessibles parce que bah, s'ils ne voient pas sur le matériel, si rien n'est fait, bah, à part des jeux par oral ou alors en binôme, en équipe, on ne trouve rien. Par contre, pour tous les autres types de handicap, on a la chance d'avoir aujourd'hui tellement de variété dans ce qui sort et dans une ludothèque. Nous, je te disais tout à l'heure, on a 1500 jeux à la ludothèque. Personne, si elle est déficiente mentale ou si il lui manque un bras ou je ne sais quoi, je trouverai dans ces 1500 jeux plusieurs jeux qui lui conviendront. Il faut à la fois que ça lui convienne au niveau de l'univers, de son âge, de la mécanique de jeu, du niveau, etc., mais aussi qu'elle puisse y jouer. Mais voilà, c'est la diversité qui fait que on arrive à trouver les jeux pour les personnes à s'adapter. Mais en vrai, ce travail, on le fait même avec les personnes qui ne sont pas handicapées. Si tu as chez toi 50 jeux et que tu as deux potes qui viennent, bah, tu vas t'adapter à eux en les connaissant, en sachant ce qu'ils aiment pas, si c'est trop dur pour eux ou pas trop dur. C'est la diversité du nombre de jeux qui fait que tu es capable de proposer un jeu qui convienne à la personne qui vient te voir. Quoi. Ok, et imaginons que donc il y a des personnes qui nous regardent, qui se disent bah, je suis intéressée,
il suffit qu'ils aillent sur votre site, ils peuvent commander un jeu et le recevoir chez eux. Oui, ça c'est toute la partie boutique. La partie boutique, on a une centaine de références disponibles. On vend également le matériel avec lequel on adapte les jeux. Donc par exemple, des ludothécaires ou des bars à jeux pourraient juste commander les stickers sans relief dont je parlais tout à l'heure pour adapter leur jeu. On peut fournir aussi des fiches tuto pour savoir comment les adapter. Également des déficients visuels, enfin, ou alors d'ailleurs bar à jeux, etc., qui voudraient adapter certains jeux, peuvent nous les envoyer. Si jamais c'est des jeux qu'on ne vend pas ou qu'on n'a pas encore adaptés, mais qui pensent que ça fonctionnerait, ils peuvent nous les envoyer. Dans ces cas-là, on leur facture que le coût de l'adaptation. Et les frais de port sont à la charge des personnes aussi. Mais sinon, après, on a donc des jeux entièrement adaptés par nos bénévoles et nos services civiques qui sont vendus pour nos adhérents quasiment au même prix qu'un jeu qui n'aurait pas d'adaptation, puisque l'adhésion à l'association donne 20% de réduction sur la boutique de l'asso. Ces 20%, c'est ce que coûte une adaptation d'un jeu. Donc, si on n'est pas adhérent, on peut acheter un jeu one shot à 20% de plus qu'un jeu pas adapté. Si on est adhérent, les jeux qu'on achète sont au même prix adapté que pas adapté. Je mettrai le lien sous la vidéo. Je te Yes. remercie beaucoup pour ce partage. Avec Est-ce qu'il y plaisir. a quelque chose que tu aimerais nous partager aux joueurs qui nous regardent? Nous, les joueurs qui nous regardent, c'est que c'est probablement des joueurs qui sont pas notamment malvoyants ou non-voyants, parce que nous, la communication qu'on a avec les déficients visuels, elle passe pas forcément par les chaînes YouTube ou par les réseaux sociaux, etc. C'est beaucoup du bouche à oreille. Voilà, on se croise dans les salons, dans les portes ouvertes d'associations. Par contre, tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux, voilà, les joueurs qui nous regardent, ce qui compte, c'est qu'ils savent que ça existe. Et donc, ils ne pourront pas dire je savais pas. Voilà. Et donc, s'ils ont parmi leurs amis quelqu'un qui est malvoyant, eh ben, il n'y a plus de raison de se dire ben, on ne l'invite pas pour la soirée parce qu'on ne sait pas à quoi on va jouer avec lui. Voilà, il y a notre association qui est là, soit pour les conseiller, soit pour permettre d'acheter les jeux accessibles. Mais voilà, le but final de l'association, c'est que dans les lieux publics consacrés aux jeux, les ludothèques, les festivals, ou chez les gens, il n'y ait plus de raison de ne pas convier une personne en situation de handicap à jouer. Ben, c'est une super démarche et j'ai tout de suite accroché. La première fois que j'avais vu Accessi Jeunes, c'était au Festival de Cannes cette année en 2023. Euh, Mhm. Ce qui m'a marqué, c'était le TTMC en blanc. J'ai dit, mais pourquoi il est en blanc? Pourquoi il est pas en blanc? Ouais. Et en fait, j'ai découvert tout ça et j'ai dit, mais c'est génial, c'est juste génial. Donc, je suis à fond dans votre projet et bah, j'espère que ça va faire que d'augmenter et qu'on peut rendre accessible tous les jeux parce que tout le monde est capable de jouer. Bah ouais, ouais. Et puis bah écoute, si tu es à fond dans les projets, dans notre projet, n'hésite pas, hein. Nous, on a toujours besoin de bénévoles, hein. Après, j'ai un blog, Le Coin des Joueurs, où bah, j'ai publié des articles et j'avais fait notamment un article pour les non-voyants où bah, j'ai été beaucoup sur votre site et reprendre dessus. Je m'étais dit, et c'est vrai que je me vois plus tard faire, pourquoi pas, du partenariat avec vous, avec le blog. Je ne sais pas ce qui est possible, mais ça viendra peut-être par la suite. Mais en tout cas, je soutiens à 100% cette association. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange qu'on a eu. T'en prie, avec plaisir.